Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation information. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'hypnotisable, puisque ça, c'est une grande question. Est-ce que je suis hypnotisable? Est-ce que ça va marcher, entre guillemets? Donc, c'est une grande question. Là aussi, il y a beaucoup de fausses croyances sur le sujet. C'est important de clarifier cette question. Alors, les gens parlent d'hypnotisable, on comprend ce que ça veut dire. Est-ce que je peux être hypnotisé? Et dans le langage technique, on va parler de suggestibilité plutôt. Qu'est-ce que c'est la suggestibilité? C'est votre capacité à réagir à la suggestion. Comme j'ai dit, direct, indirect ou voilé, mais on va parler surtout de suggestion directe en gros. Qu'est-ce qui vous fait ou pas réagir? On va prendre un exemple très simple. L'exemple le plus simple, le plus connu, c'est l'exemple du citron. Et pour faire ce petit test tout simple, seul, imaginez, fermez les yeux, imaginez une tranche de citron que vous avez coupée, vert ou jaune, peu importe ce qui est le plus acide pour vous. Imaginez que vous mordez dedans. Prenez le temps de faire comme si vous mordez dedans. Et vous allez voir ce qui se passe. Si vous salivez, si vous ressentez même une amertume, ça veut dire que vous êtes plutôt suggestible avec ce test aussi simple que ça. Mais on peut utiliser aussi quelque chose d'un un peu plus amusant, peut-être quelque part, mais dans le fond qui n'est pas trop, c'est votre réaction au dégoût, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aversif dans notre jargon, on y reviendra. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à quelque chose qui vous dégoûte vraiment. Ça peut être un aliment, ça va être du haricot vert, j'entends tout, chaud de Bruxelles, les abats, etc. Mais ça peut être une matière, du vomi, matière fécale ou ce qu'on veut. Ça peut être une boisson, certains me disent du ricard ou quoi, peu importe. Donc déjà, voyez s'il y a une matière qui vous dégoûte, un aliment ou une boisson. Si vous avez cette chose qui vous dégoûte, ça vient très très vite. Dès que vous y pensez, vous trouvez, dès qu'on vous pose la question, vous répondez. Si vous avez ça, vous fermez les yeux, vous faites la même chose. Pensez à cette chose qui vous dégoûte vraiment, vous l'imaginez à peine à 1 mètre devant vous, vous faites comme si elle était là, prenez le temps de bien la regarder. Vous allez sentir probablement son odeur ou la réaction de dégoût directement. Vous pouvez même l'approcher de vous, imaginez que vous l'approchez. Ce petit test très simple aussi va vous montrer à quel point vous êtes sensible à la suggestion. Après, il y a des tas d'autres façons de le faire. Quand on est en séance, par exemple, on peut le faire. Moi, je vais vous dire, l'expérience m'a montré que ce n'est pas vraiment utile. Pourquoi? Parce que si vous revenez sur ce que je vous ai expliqué, la différence entre l'hypnose classique, spectacle et l'hypnose thérapeutique. Souvenez-vous que pour l'hypnose spectacle, il y a 25% de gens très suggestibles, donc très hypnotisables, entre guillemets, très sensibles. Et il y a des gens de plus en plus hermétiques. Donc une personne hermétique, elle est hermétique, point barre, vous ne pouvez rien faire. Donc là, la notion de suggestibilité, d'hypnotisable est déterminante pour cette hypnose. Mais vous vous souvenez aussi que pour l'hypnose thérapeutique, en fait, tout le monde est dans cet état, statistiquement, 1h30 de temps par jour. C'est un état naturel, ce n'est pas un état modifié de conscience, c'est un état par défaut. Ça veut dire que tout le monde est, entre guillemets, hypnotisable au sens de l'hypnose thérapeutique. Bonne nouvelle. Qu'est-ce qui va jouer, en fait? Ce qui va jouer sont d'autres critères. Déjà, le critère de volonté, il faut que les gens veuillent. On ne les amène pas par surprise, on ne prend pas rendez-vous pour eux en général, etc. etc. Pourquoi? Pour voir mesurer l'engagement. Il faut que les gens veuillent. Même en hypnose spectacle, les gens disent moi. En hypnose thérapeutique, il faut que la personne veuille, même un enfant. Ensuite, le deuxième critère, ça va être quoi? Ça va être y croire un minimum. Il faut vouloir, mais il faut y croire un petit peu quand même, à minima. Si vous y croyez beaucoup, entre guillemets, tant mieux, ça va faciliter. Il y a les notions, vous savez, de placebo, de nocebo, ça va faciliter les choses si vous y croyez. Mais l'expérience m'a montré, là aussi, que des gens qui y croient peu ou pas, peu importe pourquoi, par peur, par croyance, on arrive à faire un travail malgré tout. Donc vouloir, c'est essentiel, y croire, c'est bien, sans être non plus totalement indispensable. Vous connaissez l'anecdote, la blague, vous voulez être riche, oui, vous y croyez, non. Donc voilà. Pourquoi je vous parle d'autres critères? Parce que en fait, c'est ce qu'on va appeler l'alliance thérapeutique, la relation de confiance, et avec un certain nombre encore de paramètres. La relation de confiance est indispensable. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un qui va vous parler ou quoi, ou si la relation ne s'établit pas, vous irez nulle part. Donc la question ne se pose pas en auto-hypnose, bien sûr, mais là je reste sur des notions générales. Donc la relation de confiance est déterminante. Et cette relation de confiance s'établit dès le début du rendez-vous, dès ce qu'on appelle l'anamnèse, de la discussion, etc., les explications. Il y a des paramètres un peu plus subtils, un peu plus fins pour le thérapeute.
Ben, ce sont tous les paramètres qui touchent à la compréhension de la personne. Il y a bien sûr, par exemple, la morphopsychologie, hein, la forme du visage, les marques sur le visage que j'ai étudiées, qui sont déjà des indications très intéressantes. Il y a tout ce qui est gestuel, attitude, bien sûr. Il y a même le non-verbal plus subtil, avec les micro-démangeaisons, des petits signaux, des petits gestes là, 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 la main sur la bouche, etc. Les mains, les bras croisés, des tas de petits signaux qui vont donner des indications sur le niveau de confort de la personne et son niveau de confiance. Ça, c'est déjà déterminant aussi. On ne vous l'apprend pas à l'école d'hypnose, hein, mais c'est quelque chose qui est important. Il y a les notions de type de personnalité qui peuvent être intéressantes aussi. Ça aussi, on ne l'apprend pas en école d'hypnose, on l'apprend en coaching notamment, mais pas que. Les notions de personnalité. On va voir si on a quelqu'un qui est plus ou moins en prise, par exemple, qui est plus ou moins sceptique, plus ou moins dans le contrôle, par exemple. Ça aussi, ce sont des indications très importantes pour le thérapeute pour réussir à établir cette alliance, fameuse alliance thérapeutique pour que ça fonctionne. Ça aussi, bon, encore une fois, c'est pas dans les manuels, c'est pas dans les formations d'hypnose, mais tous ces éléments comportementalistes, visuels, communication non verbale, etc., sont déterminants. Parenthèse, je vous ai déjà parlé d'hypnose conversationnelle dans la suggestion, hein, donc vous voyez que quand on est en conversation, on arrive à passer des suggestions et on arrive à influencer la personne. Donc là, il n'est pas question d'hypnotisable, vous voyez, c'est simplement, ce sont des techniques qui s'appuient sur des processus de perception, d'interprétation inconscient. C'est un peu plus complexe, mais bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans des vidéos suivantes, un peu anecdotiques. À propos d'anecdotes, j'ai eu une fois le cas d'une personne comme ça qui était ingénieure en plus, donc une personne très hyper cartésienne. Et dans cette discussion, dans son préalable, je crois pas à votre truc aussi, bon très bien, vous avez le droit. J'ai vu que j'avais affaire à une personne extrêmement fermée, extrêmement rigide, extrêmement difficile. Donc j'ai réussi à établir le contact, la relation, etc. pour entamer le travail proprement dit. Et quand je fais ma séance, je suis attentif à tous les petits signaux qui peuvent montrer que la personne est vraiment dans un certain degré de relaxation et de réceptivité. Ce qui était le cas. Et quand on a terminé, du bon cas là, comment vous sentez-vous? Ah, il me dit très bien, mais je n'étais pas hypnotisé. Ah, je dis, ah bon, vous n'étiez pas hypnotisé? Non, je n'étais pas hypnotisé. Je dis, à quoi vous voyez ça, que vous n'étiez pas? Ah ben, je le sais. Non, mais vous le savez comment vous n'étiez pas hypnotisé avec tout ce que je vous ai expliqué? Ah ben, je le sais, c'est pas compliqué. Je vous dis que je le sais, je n'étais pas hypnotisé. Alors, je me dis, bon, d'accord, je vais poser la question autrement. À quoi vous auriez vu que vous étiez hypnotisé? Il me dit, je sais pas, mais j'étais pas hypnotisé. Voilà pour l'anecdote, hein. Donc cette notion d'hypnotisable en hypnose thérapeutique, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Le plus important, c'est vouloir y croire un minimum et avoir aussi une relation, vous sentir bien avec le thérapeute, une relation de confiance qui soit établie, c'est vraiment essentiel. Voilà pour cette petite formation entre guillemets. À très bientôt.